Bonjour, je m'appelle Guillaume Clément, associé chez KPMG en cybersécurité. Vous écoutez Accident de parcours. Vous écoutez Accident de parcours, un podcast dédié à enrichir la communauté de l'assurance de dommages. Peut-être êtes-vous comme plusieurs d'entre nous qui n'ont pas grandi pensant un jour travailler en assurance. C'est souvent en raison d'un accident de parcours qu'on se retrouve les deux pieds dans cette industrie. Malgré tout, on y découvre une vraie passion et on y reste par amour. Mon nom est Alexandre Guilbert et en compagnie de mon partenaire de micro Mathieu Brunet, on connecte avec les intervenants du milieu et on vous partage leurs connaissances et leur apprentissage. Grâce à nos partenaires Banque Nationale et Primaco, on fait le survol de l'actualité, des enjeux et de la réalité de l'industrie. N'oubliez surtout pas de vous abonner à l'une de nos plateformes de diffusion pour être informé de la venue de nos prochains épisodes. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue à un autre épisode d'Accident de parcours, notre 8e épisode de la saison numéro 1. Mathieu, un mot qui est à la mode de ce temps-ci, cyber assurance, cyber risk, cyber security. T'en penses quoi? Bien, effectivement, on entend beaucoup parler, que ce soit dans le domaine de l'assurance, chez nos clients qui nous questionnent beaucoup. On peut facilement se dire que c'est un des risques principaux actuellement, qu'il faut se pencher en tant que courtier, en tant qu'assureur, en tant qu'expert en sinistre. Je pense que c'est sur tous les bouches. Ça peut nous toucher même dans nos entreprises, dans nos cabinets de courtage. Chez les assureurs, on l'a vu, il y a eu des gros cas là, dans les dernières années. Ouais. Chez plusieurs assureurs directs, assureurs de courtage. Donc, personne n'est à l'abri. Donc, ce qu'on a choisi aujourd'hui, c'est d'avoir quelqu'un, je pense, qui vient nous parler, qu'on peut dire un spécialiste du domaine de la cybersécurité et non pas du cyber-risque. Donc, on pourra peut-être définir un peu tout ça. J'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui notre invité. C'est Guillaume Clément, qui est associé en cybersécurité chez KPMG. Exact. Alors, bienvenue parmi merci. nous. Merci. Je vais regarder un peu les gens. C'est bon. Et merci de m'inviter à votre super podcast, Accident de parcours. Oui. Vraiment honoré. Puis j'ai entendu parler de vous autres. Là, ça a l'air super bien populaire. Puis une nouvelle formule pour moi. J'ai fait de la radio, évidemment, plusieurs conférences, mais j'adore l'idée du podcast. Fait que je suis bien heureux d'être là. Excellent. On est très content que tu sois là. Ben oui. Comme tu sais, l'idée du podcast Accident de parcours, on reçoit des gens souvent de l'industrie de l'assurance. Toi, je dirais que tu gravites autour de l'industrie. Qu'est-ce qui t'a amené dans la cybersécurité, puis évidemment, intervenir avec des intervenants de l'assurance là, à terme? Qu'est-ce qui t'a amené là? C'était un accident ou c'était ton but depuis le jour 1? Comment tu t'es rendu là? Bien, je pense que j'ai commencé à faire la sécurité dans une époque où c'était un petit peu moins populaire. Donc, c'était un accident de parcours dans le sens que j'étais en TI, j'étais en informatique. Puis, c'est ça, j'ai eu plusieurs vies en informatique, on va dire. J'ai commencé très tôt dans ma carrière, même à 14 ans. Une petite business à gauche, à droite. Mais c'est vraiment, quand j'étais à Ottawa, j'ai travaillé pour une compagnie qui avait des contrats avec l'armée américaine, l'armée canadienne. Puis, on a commencé à parler de sécurité à ce moment-là, sécurité des réseaux, communication, etc. Puis, j'étais vite intéressé par ça. Fait que c'est carrément un opportunisme ou un accident de parcours, c'est dans votre définition. Et puis, on peut dire que ça fait quand même une vingtaine d'années là, que je gravite autour de la cybersécurité. Puis, j'aime bien le dire, sécurité hands-on, proche du terrain, un peu plus technique opérationnelle, évidemment. Aujourd'hui, puis depuis plusieurs années, je fais du stratégique, etc. Mais il reste que je suis quand même privilégié d'avoir un petit peu navigué là-dedans. J'ai fait des mandats à l'étranger aussi, où la sécurité est un enjeu national. J'ai vu toutes sortes de choses. Puis, au fil de ma carrière, je peux me vanter de dire que je suis intervenu de près ou de loin là, dans plus de 250 organisations. Là. Wow! Fait que, on amène, mon équipe et moi, quand même beaucoup d'expérience. Aujourd'hui, je suis fier de gérer. Là, j'ai fondé Égide Cybersécurité en 2009. Égide était acquis par KPMG en 2018. Alors, c'est pour ça maintenant que je fais partie de la grande famille KPMG comme associé, aussi président encore de Égide, qui restait une filiale de KPMG, une division. Plus hands-on, cybersécurité opérationnelle, on fait de la réponse aux cyberattaques. Là, c'est pour ça qu'on parlait tantôt du lien avec les cyberassurances. On est très
dans ce giron-là. Mais aussi, on fait des tests d'intrusion, on fait de la surveillance de réseau. Ça, on va y revenir là, au Ouais. service Ouais. des Non, tout à agences. fait. Mais je suis content que tu nous parles un peu du parcours. Mais en fait, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as choisi, mettons, KPMG ou une grosse boîte à t'associer avec eux? C'est-tu pour être capable d'étendre tes services un peu plus? Bonne question. C'est rare que. Ben, je sais pas, c'est pas rare que j'ai la question, mais c'est rare que j'ai l'occasion d'en parler publiquement. Grosso modo, c'est ça. Je voyais là, en 2018-2017, je voyais un petit peu le changement de cap en cyber, justement, les assurances, les conseils d'administration commençaient à poser des questions. Ça devenait de plus en plus un enjeu stratégique dans les top risques des entreprises. Et là, je disais, OK, moi, j'ai une petite firme qui était quand même populaire au Québec. Mais j'ai dit, je pense que s'associer à un KPMG de ce monde va vraiment faire du sens parce que, veut pas, le logo, la réputation, la pertinence est là. Puis ça a été le succès là, aujourd'hui. Là, regarde, j'ai une équipe de 115 personnes. Puis plus mes autres collègues chez KPMG, là, on est une des plus grosses forces de frappe en cybersécurité au Canada, toutes firmes confondues. Donc, je pense que le choix était bon. Puis maintenant, le réseau KPMG m'a amené beaucoup d'opportunités. Et aussi la réputation, puis la structure, évidemment, la rigueur, etc. Donc, fait que vous intervenez un peu partout au Canada. Oui, tout à fait. Okay. Même maintenant, on dessert même, on offre des services niches aux États-Unis et en Europe là, dans le réseau KPMG. Donc, on peut être fier de ça. Beaucoup de choses. On a un peu un ground zero là, pour certains services au travers des firmes membres de KPMG. Tout se passe au Québec, Made in Québec, donc nice. On peut être très fiers. On exporte. Génial. On y reviendra au service parce que je suis curieux de connaître un peu l'éventail des services qui sont offerts chez KPMG. Mais avant, j'aimerais ça peindre un peu le tableau de la cybercriminalité ou de l'environnement. En fait, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais ça que tu nous amènes un petit peu à comprendre c'est quoi les motivations derrière ça. Et comment ça se passe? Comment ça se transgise? Qu'est-ce qu'on va chercher? Le dark web, le deep web? J'aimerais ça qu'on aille vraiment se concentrer sur cet enjeu-là. Moins du côté assurance, vraiment là, qu'on comprenne un petit peu le monde dans lequel tu vis, veux pas. Bien, ce que j'ose dire souvent en risque, en gestion de risque, surtout en cyber-risque, s'il n'y a pas de menace, il n'y a pas de risque. Là. On peut faire face à des menaces, des acteurs de menaces qu'on les appelle threat actors en anglais, donc groupes cybercriminels de toutes sortes. Bon, le motif, c'est l'argent, principalement. Il y a aussi, il faut faire attention, il y a des motifs aussi un peu plus terroristes, des fois, le sabotage. Il y a des motifs aussi d'espionnage. Donc, c'est pas tout le temps l'argent, mais là, je pense que ce qui touche beaucoup l'entreprise québécoise, on va se le dire, ou canadienne, présentement, dans le grand spectre de la menace ou des acteurs de menace, c'est pas mal les cybercriminels. Donc, à la recherche d'un motif pécunier. Okay? Ils veulent faire de l'argent rapidement. À ne pas négliger, par contre, les menaces de type étatique, espionnage économique et terroriste. Donc, parce que ça aussi, c'est très actif. J'imagine qu'on en entend moins parler parce qu'ils ne veulent pas nécessairement diffuser l'information, mais ça doit être constant. Non, c'est ça. Parce que si on avait un calendrier, là, si on recule les 20 dernières années, il y a toujours eu des cyber-risques, il y a toujours des cyberattaques. Okay? Par contre, je pense que le ratio, puis sans preuve scientifique de ça, si on regarde dans les années 2000, je pense qu'il y avait un ratio cybercriminel, menace étatique, espionnage économique et terrorisme un peu égal, puis le cybercriminel était un petit peu moins en vogue, on va dire. Il y en avait, mais bon, il n'y avait pas de crypto-monnaie à ce moment-là, parce qu'on va en parler un petit peu. Là. Ces gens-là peuvent opérer parce qu'ils sont capables de se cacher aussi derrière la crypto-monnaie, les transactions anonymes, etc. Ça les aide beaucoup. Et le dark web aussi, ça les aide beaucoup dans leurs actions. Donc, grosso modo, la cybercriminalité, comme on l'entend, a pris beaucoup d'emphase dans les dernières années, malgré que ça existe depuis longtemps. Je veux quand même être clair par rapport à ça. Ouais. C'est devenu un business, un vrai gros business où on parle de milliards de dollars de revenus. Les cybercriminels. Pour les cybercriminels, oui, effectivement. Il y a un mélange de tout aussi. La mafia classique qui investit de plus en plus ou qui investit dernièrement, dans les dernières années là-dedans. Il y a les États. Je fais attention à ce que je dis ici, mais il y a quand même certains... On est juste écouté au Québec à date, là, en tout cas. Non, parce que tu sais, il y a des choses, là-dedans, il y a des rumeurs, des fois il y a des faits, des fois c'est des rumeurs, des fois c'est on colle les morceaux, mais il y a quand même des États, on va dire... rogue country, qu'on les connaît un petit peu, qui se financent en partie avec des actes cybercriminels. Comme la Corée du Nord, mettons. Genre,
C'est eux, on peut-tu les nommer? Oui, oui. Iran, Corée du Nord, c'est assez connu, notamment. Il y a des... fait que tu te retrouves contre qui? Tu te retrouves contre des fois des individus, OK, qui sont talentueux ou qui ont accès à la technologie. Tu te retrouves face à des groupes cybercriminels qui sont nés dans la cybercriminalité. Tu te retrouves face à de la mafia classique ou du crime organisé classique qui ont leur investissement ou leur, on va dire, leurs gens qui travaillent là-dedans ou pour qui ils rendent des comptes. J'ai une question là-dedans. Ouais. C'est qui le portrait type d'un cybercriminel? Il ressemble à quoi? C'est-tu un jeune? C'est-tu quelqu'un qui vient de l'informatique? Non, mais est-ce qu'il y a... y a-tu bien des arrestations? Y a-tu bien des opérations? Là, on va un peu plus loin, mais je veux dire, y a-tu un portrait type qu'on peut s'imaginer ou c'est vraiment très abstrait? C'est une bonne question. Honnêtement, j'ai jamais eu cette question-là. Écoute, je pense que les jeunes, en général, on se trompe pas, OK? Jeunes, talentueux. Je vais dire quelque chose, par contre, qui est vrai. Les pays, le profil type, c'est souvent un individu dans un pays émergent. Donc, cette personne-là est éduquée, ou a accès à de l'éducation minimale, a accès à Internet, évidemment, okay? A accès à de la technologie, a accès à une bande passante Internet nécessaire, minimale, est sans emploi. Donc, tu regardes certains pays où nous, la pyramide démographique c'est un peu inversée, là, mais certains pays où la plus grande partie de la population, c'est entre 15 et 25 ans. Puis tu te retrouves dans des pays où est-ce qu'effectivement, ils ont tous les critères, les ingrédients que je viens de nommer. Et tu te retrouves avec... C'est un terroir fertile là, pour ce genre de profil-là d'individus cybercriminels. Pourquoi jeunes? Mais jeunes, ils ne veulent pas. On parle de technologie, on parle de... Il faut quand même avoir un peu de facilité, il faut toucher ça un petit peu plus quand tu es jeune. C'est rare j'ai rarement vu quelqu'un qui s'est lancé en techno. C'est souvent des organisations et non pas des individus seuls qui opèrent. Non, il y a des individus seuls. Ah oui? Okay. Oui. Parce que c'est ça l'affaire, c'est que c'est un peu complexe, mais il y a quand même des plateformes aujourd'hui. Il y a des outils, il y a des plateformes pour faire du hacking. Il y a du ransomware as a service platform. C'est-à-dire que toi, tu peux être un individu et te servir de ces outils-là ou de ces plateformes-là pour attaquer je dirais, dans une attaque, il y a plusieurs étapes. Il faut faire la reconnaissance, il faut s'infiltrer dans un réseau, il faut compromettre un actif, un poste de travail souvent, ou un serveur, ou un service web. Puis après ça, il faut commencer à faire son travail à l'intérieur du réseau. Si on parle d'encryption, on parle de rançongiciel, par exemple, bien, tu peux encrypter un serveur, tu peux encrypter 600 serveurs, tu peux encrypter 1000 postes de travail. Les services cloud aussi, etc. Donc, il faut que l'attaquant fasse ce qu'on appelle du mouvement latéral dans le réseau, que ce soit cloud ou physiquement on-prem, là, ou de l'escalade de privilèges qu'on appelle. Donc, tu as besoin de connaissances, mais il y a des outils qui facilitent ça aussi. Donc, ça peut être un individu qui utilise ces plateformes et outils-là, après un minimum de connaissances, par contre, et d'expérience, mais il reste que ça peut être à la portée de quelqu'un qui est initié, qui a un peu de facilité, qui est un peu perspicace, jusqu'à les groupes ou individus qui sont carrément des leaders, des créateurs. Ils vont créer ces outils-là. Ils vont trouver des failles dans les systèmes, des failles qui sont inconnues de tous, puis qui vont publier, qui ne seront pas publiées par eux, du moins qui vont peut-être être trouvées par un autre chercheur éventuellement plus tard, mais on en a connu, on en a trouvé, il y en a chaque année des failles zero day qu'on appelle. Donc, c'est des failles qui sont découvertes, qui sont critiques, mais qu'il n'y a pas de patch pour. Mais cette faille-là est peut-être connue par un groupe qui est exploité. Ou un État, OK? Il faut comprendre les services de renseignement de certains États. C'est connu, il y avait le Snowden là, qui a publié plein de choses sur les services de renseignement américains qui connaissaient des failles, notamment dans Windows, qui exploitaient depuis des années des fins d'espionnage. Bon, mais là, je ne veux pas viser les Américains. La plupart des pays occidentaux ou même non-occidentaux font ça. Donc, là, tu as un mélange. Tu as des États qui connaissent des trucs, tu as des criminels qui font de la recherche, qui découvrent des failles, qui vont peut-être exploiter à leur bénéfice sans que ce soit connu. Mais bref, anyway, c'est très complexe. Fait que ce qu'il faut retenir, c'est que comme entreprise ou comme individu, on fait face à quand même des milliers, voire des millions d'individus et ou de groupes organisés. Ces gens-là, ça peut être des États, ça peut être des criminels d'expérience aguerris, ça peut être des amateurs,
C'est juste que le nombre grandit. C'est ça qu'il faut De plus retenir. en plus. Tu as évoqué, Alex, attends, Oui. le dark web au Oui. début. Peux-tu nous en parler un peu? C'est quoi? Comment on y a accès? Ouais. Est-ce que les gens opèrent tous du dark web? Puis pourquoi ça s'appelle le dark web? Là, tu sais? Ouais. Bon, premièrement, le dark web, c'est Internet. Ok, ça fonctionne quand même sur les fils, les mêmes fils. Là. On ramène ça à sa plus simple expression. Là. C'est juste que ça fonctionne avec un langage différent, un protocole différent. Donc, nos navigateurs classiques n'ont pas accès au dark web parce qu'ils ne parlent pas ce langage-là. Ça prend un navigateur Tor qu'on appelle. Ça se télécharge, ça s'installe sur Windows, sur Linux, etc. Et puis, l'adressage est un peu différent aussi. Ce n'est pas un .com, c'est des .onion qu'on appelle ou d'autres choses. Ouais. Et pourquoi des oignons? Écoute, ça a été créé comme ça. Mais en fait, le dark web, on pourrait faire un podcast juste là-dessus. Mais tu sais, grosso modo, ça a été créé par les services de renseignement américains pour permettre aux agents de communiquer en passant par Internet, mais de façon anonyme et furtive. Donc, la particularité du dark web, c'est une façon de communiquer qui n'est pas nécessairement directe. C'est que chaque message va être acheminé ou redirigé par plusieurs nœuds. Okay? Fait que, grosso modo, au lieu de passer d'une adresse IP A à l'adresse IP B, tout le monde comprend c'est quoi une adresse IP aujourd'hui, on va passer par peut-être 1000 ou 100 ou 1000 nœuds, 1000 autres adresses IP, puis les messages vont être éclatés. Ceux qui ont fait un peu de BitTorrent, là, tu télécharges un fichier, mais à partir de plusieurs sources. Okay? Fait que tout le monde devient un petit serveur. Là. Même nous, même à la maison, on pourrait participer parce que, bon, c'est du fragment. En fait, on fragmente finalement un message ou un fichier, ou peu importe. Mais pour simplifier ça, le dark web, c'est un peu ça. Fait que c'est pas retraçable, en fin de compte. La source n'est pas retraçable. Et la destination, souvent, elle peut être connue, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu te mets dans le milieu, puis tu essaies de voir d'où ça vient, où ça s'en va, c'est quasiment impossible. Et ça, c'est le network Tor qui permet ça. Exactement. C'est vraiment le principe derrière ça. Donc, il faut comprendre que le dark web, c'est quoi? C'est anonyme. Le but, c'est de rester furtif et anonyme. Tu ne peux pas voir d'où les communications partent et où elles s'en vont. Donc, ce qui permettait aux agents du renseignement américain de pouvoir utiliser Internet pour communiquer entre eux sans être retracés. Okay. Donc, et là, ils ont démocratisé ça. Je pense que c'est délibéré. D'ailleurs, je m'éloigne un peu peut-être de mes compétences, là, je dois le dire. Mais aujourd'hui, c'est utilisé par plusieurs personnes, dont les criminels. Donc, sans le dark web, et là, on rajoute après ça la crypto-monnaie. Ouais. Donc, sans le dark web, et donc le réseau Tor, ou le principe qui sous-tend ça, et la crypto-monnaie, qui est aussi une transaction anonyme. OK? Donc, 1 plus 1. 1 plus 1. Fait que enlever ça de l'équation, on ne fait pas face aujourd'hui, avec pas autant de facilité. Par exemple, la rançon. Si enlever la crypto-monnaie et enlever le réseau dark web, je demande une rançon. OK, je prends ton entreprise en otage de façon numérique, on pourra en reparler tantôt, on encrypte les systèmes, les données. Tu es pris en otage. C'est une prise d'otage numérique, okay, ou digitale, carrément. Je te demande une rançon pour te permettre de te sortir de cette situation-là. Donc, je te donne une clé de déchiffrement en retour. Bon. La rançon, s'il n'y a pas de crypto-monnaie puis de elle est retraçable. Bien, elle est retraçable. Ça va être un transfert bancaire. C'est quoi? C'est une enveloppe. Dépose-moi ça au coin de Sainte-Catherine. Ouais. Puis, dans un sac, dans une poubelle. Fait que, tu sais, c'est quand même... on peut s'y extrapoler plein de scénarios de films qu'on a déjà vus ou de la vraie vie, mais c'est ça. Fait que ça, tu vois, c'est des facteurs qui ont vraiment favorisé la recrudescence des cyberattaques. Fait que le dark web, c'est le marché, en fait. Oui, j'ai pas répondu. Non, ça va. Qu'est-ce qui se passe sur le dark web? Il se vend beaucoup de choses. Il se vend de l'information, il se vend des accès, il se vend des outils. Donc, par exemple, ceux qui exécutent des attaques de type rançon-logiciel, des fois, ils vont acheter un accès dans un réseau qui a déjà été... Il y a déjà un pirate qui a fait l'accès, puis lui... Parce qu'il y a des groupes de pirates qui, eux, leur spécialité, c'est de gagner un accès dans le réseau, puis ils revendent l'accès après ça sur le dark web. Donc, tu peux acheter un accès, tu peux acheter un outil, tu peux acheter des données. Fait que les données qui sont volées à gauche, à droite, souvent sont soit publiées ou vendues sur le dark web. Et là, je peux extrapoler. Sur le dark web, il se vend des armes, il se vend de la drogue, il y a des transactions, tout ce qui est transactions illicites. Puis, tu as différents niveaux dans le dark web. C'est-à-dire que tu as le dark web plus accessible. Tu as des engins de recherche. Pour comprendre que le dark web n'est pas indexable comme Internet. Donc, Google, comment ça fonctionne? Bien, Google a des robots qui vont aller scanner carrément vos sites web
Ils vont prendre tous les mots-clés sur votre site web. Puis c'est plus compliqué que ça. Mais il faut savoir où est-ce qu'on va quand on va sur le Dark Web. Moi, je m'en vais sur cette plateforme-là. Il faut que tu connaisses ton adresse. Là. C'est un peu ça. Tu n'as pas nécessairement un Google du Dark Web. Exact. Il y en a peut-être, là, mais... Il y en a, mais c'est très simpliste, puis c'est un petit peu délibéré. Les entrées qui sont là-dessus, habituellement, ça a été entré manuellement, ou en tout cas, il y a peu, ou il y en a des robots, il y en a des scans, mais c'est un peu, ça fonctionne différemment. Si tu veux aller sur le Dark Web, aller faire des transactions, aller trouver des choses vraiment particulières, il faut que tu saches où aller. Il faut peut-être des entrées aussi. Donc, il y a des forums, il y a des markets, des forums, et il y a des markets. Donc, pour aller faire sur certains markets, il faut que tu aies un compte et il faut que tu sois légitimé. Donc, il faut que tu prouves aussi souvent. Puis plus tu vas un petit peu plus dark, on va dire ça, plus c'est sérieux, ben il y a certains markets ou certains accès à des portails qui sont octroyés uniquement si tu prouves que tu n'es pas. Tu prouves que tu es un criminel. Que tu n'es pas à police. T'es pas à police. Ou une firme comme nous. Ou une firme comme nous. Fait que, voilà. Juste clarifier, est-ce qu'il y a une différence entre Dark Web et Deep Web? Bon, écoute, ça, honnêtement, là, il y en a qui vont faire un synonyme entre les deux. Il y en a qui vont dire que le Deep Web, c'est le web qui n'est pas accessible. OK, on parlait de Google, okay, ce qui est indexable. Les robots de Google, par exemple, vont aller scanner ce qui est accessible. Okay? Une fois que tu as une page d'authentification, ça peut être un portail d'entreprise, ça peut être Facebook, ça peut être tout ce qui est non accessible publiquement, qui demande une authentification. Il y en a qui vont parler du Deep Web. Donc, c'est pas indexé. Okay? Mais c'est pas nécessairement mauvais. Ça peut être un portail université, ça peut être plein d'affaires de même. Donc, un portail qu'on pourrait avoir nous autres pour nos clients, mettons. Exactement. Okay. Parce que, tu sais, ils vont souvent parler du ClearNet, qui est vraiment ce qui est accessible publiquement réellement. Okay? Le Deep, c'est ce qui n'est pas accessible mais publiquement, mais qui demande une authentification, mais qui n'est pas nécessairement mauvais ou malicieux ou criminel. Et puis le Dark, c'est vraiment la portion Tor où ça te prend le browser particulier, mais aussi on tombe rapidement dans la criminalité. Donc, le Deep, ça peut être ça, mais il y en a qui vont faire un synonyme entre le Dark et le Deep. Fait que moi, je pense que c'est plus ou moins pertinent de parler de ça. Parfait. Excellent. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu de l'évolution des méthodes d'attaque, puis un petit peu les types d'intrusion qui se fait présentement. Oui. Bien, en fin de compte, là, ces cybercriminels-là, si on revient au phénomène de cyberattaque, là, ce qu'on a vécu depuis 2, 3, 4 ans, on parle d'attaque de type cyber-extorsion et ou de fraude du président aussi. Il ne faut pas oublier ça aussi, ça touche beaucoup fraude du président? Oui, c'est des fraudes de transfert bancaire, de wire transfer fraud en anglais. C'est que le but de l'attaquant est de prendre un transfert bancaire qui était prévu, de l'envoyer ailleurs. Avec, finalement, on va aller changer le compte de banque, la cible, pour un compte de banque qui est frauduleux. Donc, mais je vais revenir à ça tantôt. La plus grosse vague présentement, la grosse tendance, c'est les cyberattaques de type cyberextorsion. Donc, on vise à encrypter des données, des systèmes. Et aussi, on va voler des données. C'est depuis 1 an ou 2, là, on le voit ça beaucoup. Fait qu'on vole les données en premier, on encrypte. Pourquoi voler les données? Parce qu'on va s'en servir comme monnaie d'échange aussi. Fait que tu me payes une rançon, sinon, je publie tes données. Sur le Dark Web. Sur le Dark Web. Même sur Internet parfois. Donc, c'est un peu du chantage. Les attaquants cherchent des proies faciles. Okay? Fait que ça aussi, je veux comme aussi briser le mythe. Là. Les attaques ciblées, il y en a, mais on va dire que dans la grande majorité, c'est des attaques de type opportuniste. Fait qu'on cherche des entreprises qui ont des failles, okay, des failles faciles à exploiter, souvent même faciles à exploiter de façon automatisée, encore mieux. T'sais. Fait que, donc, grosso modo, c'est très, très, très opportuniste. Puis il y a beaucoup de clients qui me demandent, ou peu importe, des gens qui me demandent quelle industrie est ciblée, tout ça. Bien, il y a une couple d'années, peut-être qu'on parlait plus d'entreprises qui avaient de la donnée personnelle, données sensibles. Les milieux financiers, bancaires. Oui. C'était ça qui était... Médical, j'imagine aussi, ça peut être assez... C'était ça qui était comme monnayable, on va dire. On vole des données, puis on les revend. Il n'y a pas moins de cyberextorsion, il y a moins de prise d'attache numérique. Là, on a shifté. On veut créer un sentiment d'urgence. On veut paralyser l'organisation. Et on veut finalement, justement, créer ce sentiment d'urgence. Fait que c'est drôle, hein? On dirait que maintenant, la cible, s'il y avait des cibles, ils créent le sentiment d'urgence beaucoup plus facilement dans du manufacturier, par exemple, ou de l'industriel, paralyse des chaînes de production. Fait que là,
ce genre de business-là, on n'aurait pas pensé à ça il y a 5 ans, ou il y a peut-être même encore moins 10 ans, que c'est des business qui devaient investir tant que ça en cybersécurité. Mais là, on se retrouve à un modèle d'affaires du cybercriminel, c'est un peu qui est la cyberextorsion. Fait que là, malgré eux, ils se sont rendus compte aussi, sans nécessairement cibler, il y a des groupes qui ciblent, faut faire attention, je ne veux pas non plus que les gens pensent que... Mais en général, ils compromettent des organisations, puis après ça, ils se rendent compte où ils ont mis les pieds. Là, OK. Grosse business, petite business, business connu. Ils ne savent pas nécessairement où ils s'en vont quand ils commencent. Non. Des fois, ils sont capables, dans les fichiers, quand ils ont accès au serveur de fichiers, par exemple, ou d'autres systèmes, ils sont capables même de mettre la main sur les états financiers, savoir si l'entreprise est assurée ou pas, etc. Donc, puis ça, on le sait parce qu'ils nous montrent des preuves. Okay? Quand tu négocies, parce que on va parler tantôt, mais fait que, grosso modo, là, gros industriels connus, ils vont voir sur le site web, ils font tout ça. Puis ils savent qu'ils peuvent créer un impact. Fait que là, bon, ils vont le montant de la rançon ou on va dire l'intensité de leur menace va évoluer compte tenu du contexte. Fait que je vais revenir un petit peu. C'est quoi les attaques, c'est quoi les tendances? Ouais. Mais grosso modo, ils cherchent des proies faciles. Ils cherchent des façons faciles de compromettre l'entreprise. Fait que c'est quoi? Mais grosso modo, on va beaucoup parler des accès à distance dans tout ce qui est VPN, remote access au bureau ou dans les systèmes. Donc, ça peut être, je ne veux pas être trop technique, mais les gens connaissent VPN. Ben, on s'entend que dans les derniers 2 ans, tout le monde a travaillé comme ça. Donc, Exactement. Remote access, RDP, remote desktop, il y en a qui utilisent du TeamViewer, il y en a qui utilisent ça d'affaires. Citrix, les gens connaissent aussi Citrix souvent. Ouais. Puis là, on a migré pas mal tous ceux qui n'étaient pas sur Office 365. Là, on parle de Microsoft. Je ne veux pas les nommer, mais c'est quand même c'est une domination complète. Là. Puis c'est correct. C'est un super beau produit. Donc, il y a aussi une authentification. Là, fait que ce n'est pas juste nécessairement du VPN, je me connecte au bureau, dans le réseau d'entreprise. J'ai aussi des services cloud, SaaS, Software as a Service, donc Microsoft Office 365. Donc, mon accès à Office 365, j'ai un portail cloud, mais maintenant, je peux l'avoir sur mon laptop, mais il reste que Teams, Office, SharePoint, OneDrive. Bon, c'est des services que des fois, je vais utiliser sur ma machine avec des clients lourds qu'on appelle, installés sur ma machine, mais j'ai tout accès à ça aussi dans le cloud, fait que je peux me connecter dans le cloud pour accéder à mes courriels, ça. Donc, et mes fichiers, puis vous voyez un petit peu le truc, l'authentification aussi se fait là maintenant. Puis, fait que là, je reviens à mon histoire, c'est que cette authentification-là, les entreprises qui sont à simple facteur d'authentification, on appelle ça un usager mot de passe uniquement. OK. Bien, ça, c'est une faiblesse. Fait que les attaquants ont différentes façons d'abuser de ça. Mais si on n'a pas du 2 facteurs d'authentification, du MFA, Multi-Factor Authentication, MFA, là, on voit ça de plus en plus, bien, on est à risque. Pourquoi? Parce que vous êtes à un mot de passe du désastre. Okay? Fait qu'un mot de passe, ça peut se deviner, ça peut se brute forcer qu'on appelle, on peut lancer des robots qui vont tester. Ça peut aussi se ficher, on peut faire un phishing, un hameçonnage, faire assemblant que vous avez une page d'authentification Office 365 ou Microsoft, amener les gens vous devez changer votre mot de passe, là, puis c'est pas une vraie demande. Puis le demande. Ils viennent de exactement, boum. Fait que tu sais, assez facile de mettre la main sur un mot de passe. Il y a différentes façons de le faire. Donc, vous êtes sur un mot de passe du désastre. Puis c'est ce qu'on a vu beaucoup de ça dans la dernière année. Fait que la double authentification, ça devient... C'est plus optionnel. Là. Je pense qu'il faut que tout le monde s'en aille là de façon presque top 1. Sans question. Là. Top 1. Fait que, puis là, je voulais pas sauter tout de suite au... Mais tu sais... Non, mais je pense que ça se prête quand même parce que le but, c'est qu'on veut partager des bonnes pratiques, des conseils, mais ça, c'en est un. On expliquera ce qu'il y en est là, de l'identification, ce qui existe. Fait que je vais passer à l'autre étape après ça, c'est les protections antivirales. Fait que l'autre façon, c'est d'envoyer un fichier malicieux par courriel. Un fichier Excel, un fichier Word, un fichier PDF, mais qui contient finalement un code malicieux. Donc, quand tu l'exécutes, ben, ça installe quelque chose sur l'ordinateur. On appelle ça un backdoor, un virus, peu importe. Puis, cette petite utilitaire-là, qui est très simple, va contacter l'attaquant à partir de votre ordinateur vers l'externe. Donc, c'est comme une communication Internet. C'est comme si vous naviguez sur Internet, finalement. Le signal que ça donne, c'est à peu près ça. Okay. C'est difficilement détectable, des fois. Fait que là, ça va se connecter à l'attaquant, puis ça va faire un VPN, mais inversé. Fait que c'est votre ordinateur qui rouvre un VPN, mais chez l'attaquant, dans le serveur de l'attaquant. Puis l'attaquant, après ça, peut rentrer sur votre ordinateur puis avoir le plein contrôle. Bon, maintenant, fait que pour prévenir ça, bien évidemment, on va parler surtout, tout le monde parle de ça, la sensibilisation. T'sais. Ne pas ouvrir les courriels, ne pas ouvrir les fichiers qui semblent être louches ou qui ne semblent pas être destinés à vous. Fait que ça, on revient en fin de compte à le volet humain. Oui. Mais au niveau technique,
on est capable aussi de détecter ça maintenant de plus en plus avec un poste de travail à jour, donc la mise à jour de vos postes de travail, une version de Windows plus récente, puis avec un bon antivirus de type EDR qu'on appelle, bon, maintenant, je ne veux pas tomber trop technique, mais la qualité de votre antivirus et où, si vous surveillez vos affaires, les alertes que ça génère, c'est pas tout le temps bloqué automatiquement, il y a une alerte qui peut être... Fait que ça, c'est tout... Fait que, tu sais, on est vraiment... Si on est capable de limiter les connexions, en tout cas, du moins les risques au niveau de l'authentification, si on est capable de limiter les risques au niveau de l'humain, donc pas cliquer sur tout pour ouvrir n'importe quoi, puis si on est capable de limiter augmenter, la protection ou la détection au niveau des postes de travail, c'est pas tout, hein, mais là, je parle vraiment dans les grands facteurs. Là. On peut vraiment diminuer. En tout cas, du moins, on sort de la catégorie des proies faciles. J'utilise ce mot-là souvent dans les conférences. Ça fait que le monde va être tanné d'entendre ça, ceux qui me connaissent. Mais j'ai pas meilleure expression. Mais on sort de la catégorie des cibles faciles. On va appeler ça comme ça. Mais tu me dis limité. J'ai l'impression que depuis que le COVID a commencé, j'ai plus de portails, j'ai plus de mots de passe à me souvenir, j'ai plus que jamais. Tout à fait. On parle de SaaS, là, puis là, on parle de portail d'assureur, puis on parle de VPN, puis je n'ai jamais eu autant pour de vrai. Là, je suis rendu à m'écrire les mots de passe. Les mots de passe, il y a des gestion. outils qui nous disent « Ah, veux-tu que je me rappelle de tes mots de passe? » Puis là, ton navigateur te le demande, ton compte Google, toi aussi. Fait que, tu sais, là, on se dit, c'est plus confiance, c'est ça? Très bonne question. Très bonne question. Ouais, la gestion des mots de passe, c'est un enjeu. C'est un enjeu personnel et professionnel. Hein? C'est juste dans nos vies. Puis là, les deux se chevauchent. On a vu aussi, nous autres, d'ailleurs, on a beaucoup d'expérience. On a fait, depuis le début de la COVID, il y a 2 ans, là, on a fait on est rendu au-dessus de 150 dossiers. Donc, on parle de cyberattaques sur lesquelles on est intervenu. Ça, c'est sans compter petite investigation. Là. Des fois, on fait des investigations sur des employés, des clients qui nous demandent justement des fraudes financières. Des fois, fait que ça, c'est sans compter ça. Là. Pour des entreprises de toute taille. Des attaques, vraiment. On parle vraiment d'attaques. Puis, on a eu des cas où est-ce que l'attaquant a abusé justement de mauvaise sécurité, mais plus dans le contexte personnel de la personne. T'sais. Des mots de passe que la personne utilise, par exemple, sur son Facebook, tout ça, ou monter un scheme d'attaque qui utilise des fois du social engineering, qu'on appelle de l'ingénierie sociale. Donc, on va abuser d'informations de la vie personnelle des gens ou professionnelle pour amener quelqu'un à gagner la confiance de quelqu'un. Ah, je parle à quelqu'un qui me connaît, je parle à quelqu'un qui... Tu fais semblant que tu es quelqu'un d'un collègue ou un ami. Mm-hmm. Mais là, il faut que tu élabores. Comme la fraude du président, je pense que c'est un peu là que ça peut aller. Tout à fait. Tout à fait. Mais aussi, on a vu, pour rentrer dans certains réseaux, justement, en tout cas, bref, c'est compliqué. Donc, ce que je veux dire, c'est que votre vie personnelle, la qualité et votre hygiène au niveau de la gestion de vos mots de passe, puis justement vos comptes, etc., peut influencer votre vie professionnelle, votre entreprise et vice-versa. C'est-à-dire que, fait que là, on revient aux mots de passe. Les mots de passe, c'est important, c'est super important. Ça fait 20 ans qu'on dit ça. Mais les mots de passe différents aussi, qui sont, si possible, d'utiliser les mots de passe différents dans toutes vos plateformes, mais surtout entre le professionnel et le personnel. Mais pour faire ça, ça prend probablement de l'aide. Donc, il y a des outils qui nous aident à stocker les mots de passe et à les utiliser. Tantôt, on parlait de est-ce que j'enregistre mon mot de passe ou non. Écoutez, il y a des risques à faire ça, mais au final, il y a plus de bénéfices à utiliser les aides offertes par notre ordinateur, par nos navigateurs, par les outils de stockage de mots de passe. Le risque résiduel est beaucoup plus petit si on utilise ces aides-là. Pourquoi? Parce qu'on a plus tendance à utiliser des mots de passe complexes et différents. Fait que si je n'ai pas d'aide technologique, je vais avoir tendance à utiliser les mêmes mots de passe tout le temps, puis plus simple. Fait que là, je me mets plus à risque au final. Je lisais dernièrement, il parlait d'outils qui étaient disponibles probablement sur le dark web pour décrypter un mot de passe, là, puis le temps que ça prenait, puis de 3 à 4 digits à un 24 digits, par exemple. Puis tu sais, moi, je vous dis, j'en utilise quand même 8, 10, 12, je suis quand même pas pire, mais je voyais le nombre de secondes que ça prend, ces outils-là, tout dépendant si tu utilises une majuscule, des chiffres, à 4 facteurs, là. Pas 4 facteurs, mais 4... 3 types de caractères sur 4. Oui. À 10, là, c'est des secondes.
pour de vrai, ça Non, sortait en... Tout à fait. Mais tu sais, il faut contextualiser ça aussi. Là. Souvent, l'attaquant, il faut qu'il ait accès aux fichiers ou au mot de passe encrypté là, physiquement. Service web, là, que tu pings, c'est beaucoup plus lent. Il faut que l'attaquant ait le hash qu'on appelle du mot de passe ou le mot de passe encrypté ou comment le fichier ou whatever. Ben, oui. OK? Fait que la complexité, mais par contre, moi, je dis souvent à tout le monde, la longueur est meilleure et plus importante que la complexité. C'est-à-dire que des fois, on se casse la tête avec des mots de passe ultra complexes. Puis pour moi, il faut que ce soit facile à taper aussi. Si c'est un mot de passe que je tape souvent, ben, s'il est enregistré, c'est le fun. Ouais. Puis moi, je pense aussi au iPhone ou Android, ça, parce qu'on a aussi... On n'a plus besoin de taper grand-chose. Là. C'est le visage, c'est l'œil, c'est le doigt. Bon, fait que ça, c'est bon aussi parce que ça nous aide à... Mais ce que je veux dire, c'est que si on est capable de... Si on a un mot de passe à taper régulièrement, faut pas qu'il soit difficile à taper. Ça crée des irritants. Ça crée des irritants, on appelle. Oui. Puis les gens vont avoir tendance à revenir à des mots de passe beaucoup plus simples. Mais un long mot de passe simple à taper, comme une phrase, quelque chose qui on tape vite. Non, tout le monde tape vite aujourd'hui. Je pense que c'est pas ça le problème. Mais si on est capable de taper notre mot de passe très rapidement, parce qu'il n'y a pas tout le temps en train de peser sur Shift 3, Shift 2, majuscule, ça fait 2 minutes à taper un mot de passe. Ça, c'est pas bon. Mais j'aime mieux un mot de passe long, facile à taper, donc relativement simple dans l'esprit, mais la longueur est toujours meilleure que la complexité. C'est encore mieux un mot de passe long et complexe, on s'entend. Okay? C'est excellent, ça. Mais je peux faire un mot de passe très long, genre 15-20 caractères. Ça paraît beaucoup 20 caractères, mais si vous tapez une phrase ou quelques mots que vous connaissez, que vous maîtrisez bien, ou un prénom, non, ça va quand même assez vite. Puis là-dedans, je glisse quelque chose. Je glisse des chiffres, des majuscules peut-être un caractère spécial. Idéalement, dans le milieu du mot de passe, on évite peut-être de mettre en avant au début et à la fin, parce que souvent, ce que les gens font, ils commencent avec une majuscule. Fait que ça, c'est des patterns qui sont connus dans des algorithmes de décryption de mots de passe. Fait que, on peut glisser peut-être une majuscule ou deux, avec un chiffre ou deux. On remplace une lettre, un O par un 0, on remplace un L par un 1. Puis si on veut être un peu plus funky, on peut remplacer un 2 par un signe de $, des choses comme ça. Ouais. Mais on est capable de se remémorer un mot de passe qui est très long, facile à taper, puis qui va être quand même assez difficile à décrypter. Quand on tombe à 15-20 caractères, même si on reste dans un mot de passe simple, ça reste qu'on vient de rallonger de beaucoup. Mais là, les ordinateurs sont de plus en plus puissants. Puis ils vont continuer à l'être. Oui, il y a des services. Fait que le temps, c'est très, très relatif aussi. Là. Nous, on est quand même équipés pour aussi faire du brute force sur les mots de passe quand on fait des tests d'intrusion. Puis on est capable d'arriver à des affaires... ce qu'on pensait vraiment complexe là, il n'y a pas longtemps, là, c'est rendu que, ça va vite, pareil. Fait que faut être relatif. C'est pour ça que le deuxième facteur d'authentification est important. Moi, je veux même vous dire, partout où est-ce qu'on a un deuxième facteur d'authentification, un code qui est envoyé sur votre mot de passe, un code qui est envoyé sur votre téléphone, ou un jeton là, physique qui change, ou votre physique, ça peut être votre pouce, votre œil, tout ça, bien, le mot de passe a peut-être un petit peu moins d'importance. Parce que le mot de passe, il est là, il est important, mais l'attaquant ne pourra pas y aller passer à travers cette étape-là s'il n'y a pas l'autre facteur d'authentification. Fait que c'est pour ça que je pense qu'on est capable de faire la juste part. Puis maintenant, rapidement, ça peut être aussi un autre podcast en soi. On tombe dans du passwordless, des stratégies passwordless. Donc, authentification sans mot de passe. Encore une fois, c'est dans le principe plus, il y a des mots de passe. Ou conditional access, c'est-à-dire qu'on va autoriser l'accès. Office 365, d'ailleurs, le propose, là, quand vous avez les bons modules de sécurité, les bonnes options, là, c'est qu'on autorise l'accès à la plateforme, au service cloud, pas juste basé sur un mot de passe. Puis un deuxième facteur d'authentification, c'est basé aussi sur votre adresse IP, sur votre comportement, à partir de quel appareil. Ça, on le voit pas. Vous le voyez pas. C'est comme dans le... C'est une gestion de risque. Okay? Ah, okay. Fait que Joe Blow se connecte là, à partir tout le temps de la même IP, même appareil, même heure de la journée, même comportement, le même clic à même... J'exagère un petit peu, mais fait que c'est vraiment... Le pattern d'utilisation de l'individu. Qui est plus sécuritaire même qu'un mot de passe au final, quand on y pense. Parce qu'on peut difficilement se tromper si on y va avec, je dirais, un pattern de connexion qui est connu et même assez fiable. Là. Je sais que la personne elle se connecte de la maison, du même ordinateur, puis de la même heure, puis fait que là, je veux dire, à moins que quelqu'un... il y a une intrusion physique, là, c'est un autre... exactement. On parle de prévention depuis tantôt, puis c'est parfait, ça nous amenait dans notre deuxième bloc.
ce que je comprends, là, c'est qu'il y a beaucoup de l'aspect humain derrière de celui qui s'identifie, puis c'est lui qui peut être la faille. Au final, il y a l'aspect technique, là, technologique, mais il y a beaucoup de l'aspect humain. Fait que si on pense comme entreprise, peu importe l'entreprise, comment on peut se préparer? Donc, le avant, parce que on dit on sera peut-être jamais attaqué, ou c'est plus quand ça va arriver, là, donc on doit s'y préparer, je pense. Qu'est-ce qui doit être fait avant? Tu dois l'entendre. Là. Tu sais, moi, je l'entends quand on voit des clients. Là. Ben non, nous autres, on a le meilleur système. C'est impossible qu'on se fasse attaquer. Tu dois l'entendre, je suis certain. On a le meilleur technicien, la meilleure compagnie. Ouais. Moi, je fais des meubles, je suis pas une cible, je suis pas une proie. Puis là, je vais dire quelque chose. Je veux pas vraiment que personne se sente visé. Puis je suis vraiment très objectif et sincère. Beaucoup de clients qui se sont fait attaquer, pour lesquels nous sommes intervenus, nous ont dit après... Pourtant, mon équipe TI ou la firme TI qui fait affaire avec nous, elle nous avait dit qu'on était correct. T'sais. Puis, honnêtement, ça n'a rien à voir. C'est pas un shame sur les gens TI, c'est parce que c'est rendu tellement complexe. C'est deux domaines maintenant, la cybersécurité et les TI. Il y a des firmes TI qui s'améliorent, qui sont rendus très bons, d'ailleurs, qui ont appris là, depuis 2 ans. Mais ce que je veux dire, la chose est sûre, c'est que je pense que quand tu as le sentiment que tout est correct, là, c'est peut-être là que c'est peut-être dangereux. C'est des petites subtilités. Fait que ça se passe dans... Des fois, c'est une erreur de configuration aussi. Des fois, c'est une erreur d'inattention qui cause une faille. C'est pas juste tout le temps la négligence. Il faut faire attention. Là. Il y en a qui font de l'excellent travail, mais ils ont une faille de configuration quelque part dans un service web, dans un service infonuagique, cloud. Ils ne savent pas. C'est pas parce que ils l'ont échappé, whatever, ou c'est une mauvaise compréhension. Puis, tu sais, l'attaquant va exploiter ça. On parlait de MFA tantôt. On tombe souvent sur des entreprises qui ont instauré, sont quand même sur la coche, là, ils ont assez matures, ils ont tout ce qu'il faut, mais 2-3 personnes n'avaient pas d'MFA d'activer. Ça a été désactivé temporairement, il y avait un problème d'authentification un lundi matin, il y a une réunion importante, peux-tu me désactiver ça, ça ne marche pas, bang, ça reste de même. Puis on se retrouve un mois ou 2 plus tard, l'attaquant, pour X raisons, ça donne souvent du hasard, hein, c'est vraiment, c'est pas nécessairement encore, j'ai dit, c'est pas ciblé, mais ça arrive, bang, l'attaquant exploite ça. Un firewall qui n'a pas été mis à jour correctement, un service X qui n'a pas été mis à jour correctement. Le jour où on a pris ça dans un de nos portfolios, un client qu'on surveille, un poste de travail qui avait été installé sur le réseau, l'antivirus n'a pas été installé dessus. Erreur d'inattention ou mal installé, bref, peu importe, je ne me rappelle plus trop c'est quoi qui est arrivé. Mais il y avait dans les TI, il y a du roulement, il y a une pénurie de main-d'œuvre, il y a des risques. C'est une situation qui était non désirée, qui était. C'est pas une négligence tant que ça, c'est peut-être une erreur humaine, peu importe. On a un poste de travail dans le parc qui n'est pas protégé ou adéquatement protégé, puis l'attaquant est rentré par là. Fait que, tu sais, c'est. Fait qu'il faut faire attention entre on est correct, mais dans le vrai sens du terme, on a fait bien les affaires, on est vraiment une belle hygiène, on a mis en place des choses, versus c'est quoi mon vrai statut. Fait que, qu'est-ce qu'on doit faire pour se préparer? Bien, encore là, je vais être objectif, je ne veux pas avoir du gars qui prêche pour sa paroisse, mais je pense que faire des évaluations, des états des lieux à l'occasion, c'est quand même pas mauvais. Par un autre firme, quelqu'un qui est indépendant par rapport à la firme TI en place, ou l'équipe TI en place. Des tests d'intrusion. Évidemment, investir en technologie, je pense que le secret aujourd'hui, là, où la seule solution, on parle souvent du People, Technology, Process, en cyber, ça te prend des gens compétents qui connaissent un minimum ça. Ça te prend de la technologie. Tu t'en sors pas. Fait qu'il faut que tu investisses dans la technologie moderne et dans les best players du marché. Ça aussi, c'est un autre... c'est très compliqué parce qu'il y a des milliers maintenant de vendors, là, de fabricants de produits de ci, de ça. Puis tu as le cloud qui s'en mêle. Puis tu as des nouveaux types de produits qui naissent en sécurité à toutes les années. T'sais. Fait que, on vend aujourd'hui, puis on utilise des solutions qui n'existaient même pas il y a 2 ans, donc, qui font vraiment la différence. Fait que, c'est pas juste du superflu. Fait que faut quand même avoir un budget raisonnable pour tenir à jour notre stack de technologie sécurité. C'est une gestion continue, là. Oui, puis tu sais, faut être agile. Je veux dire, ceux qui ont des plans 3-4 ans, plus dans les plus grandes entreprises, on voit ça, moins dans la petite entreprise, mais qui ont des roadmaps 3 ans. Oublie ça, là. Ça va tout changer. Il faut être agile. Il faut être capable de revoir des décisions, bouger les budgets d'investissement pour justement diminuer certains risques. Après ça, fait que, tu sais, un minimum en place, mettre à jour ces systèmes, c'est super important. Fait que dans la prévention ou dans la avant, là, nous, quand on... Fait que, tu sais,
des bons outils de sécurité, un minimum de connaissances, se faire tester, se faire challenger une fois de temps en temps, je pense que c'est la moindre des choses. En même temps aussi, ceux qui sont les petites entreprises, je comprends que ça s'adresse moins à eux, mais moyenne taille, plus grande taille, quand nous, on intervient là, sur un incident, souvent, ce qui nous manque, c'est quoi? C'est la visibilité sur les logs, les fameux journaux d'événements, les logs. Les logs du firewall. C'est quoi un log? Ben, c'est un stockage, c'est un élément qui donne un peu l'histoire, OK? Les connexions. Qui a les fait connexions, quoi, à quel ouais, moment, il ouais, est allé où, OK? ouais. Les connexions entrantes, sortantes du réseau aussi, là, qui vont passer à travers le firewall. Les données, quand on a des situations d'exfiltration de données, on peut voir que des fois, c'est difficile à dire exactement qu'est-ce qui est exfiltré, mais on peut voir qu'il y a eu 50 gigs, 100 gigs d'exfiltrés quand les logs sont accessibles du firewall. Ce qu'on voit dans le firewall, par exemple, dans le coupe-feu, le volume. Le volume, oui. Ça peut être un firewall physique, mais ça peut être aussi dans le cloud. Tout ce que je dis maintenant, ça peut être soit cloud ou on-prem qu'on appelle, là, physique. Donc, parce que maintenant, c'est pas mal ça. Fait que un peu de stockage de log, un minimum. Un bon antivirus, je parlais d'EDR tantôt. Un antivirus EDR, c'est pas juste la production, c'est aussi la capacité d'investigation et d'intervention. On est capable d'isoler un poste de travail, de le rendre. Fait que, c'est tous des petits détails qui font qu'à un moment donné, je suis prêt, je diminue mon risque, mais si ça arrive aussi, on est capable d'intervenir, nous ou la compagnie elle-même, on est capable d'intervenir rapidement pour diminuer l'impact de l'attaque. Okay. Est-ce que tu dirais qu'il y a beaucoup aussi d'attaques qui viennent de l'interne? On l'a vu dans un cas très médiatisé au Québec, sans le nommer, mais est-ce que c'est aussi un phénomène qu'on voit beaucoup? Puis est-ce que vous intervenez aussi dans des situations comme ça de vol interne de données, souvent à but financier ou juste pour nuire tout simplement à l'entreprise? C'est pas la norme. Puis je vais briser un autre mythe. On entend moins parler d'aujourd'hui, mais je me rappelle dans les années 2000, puis même début 2010-15, il y avait beaucoup de conférenciers même qui parlent de ça. Insider threat, puis là, votre menace, 80% de la menace, c'est interne. C'est pas vrai. C'est des statistiques qui viennent en cybersécurité, c'est pas vrai. C'est des statistiques qui viennent souvent de la fraude financière ou des finances. Fait que oui, c'est vrai. Délit d'initié, fraude financière, quelqu'un qui crée un chèque là, de façon frauduleuse, etc., des transferts bancaires frauduleux. C'est vrai que la menace, souvent, va être à l'interne. En cybercriminalité, cybersécurité, l'attaquant cherche à récupérer un accès interne. Okay? Fait que si tu le prends à la lettre, tu dis, OK, la finale de l'attaque, c'est sûr que oui, je vais avoir fini par abuser d'un accès interne ou je vais avoir utilisé le compte de quelqu'un. Puis l'attaque va se terminer à l'interne. Bon, si tu le vois de même, c'est sûr que oui, ça passe tout le temps là au bout de la ligne. Mais le motif initial, l'acteur de menace initial... est rarement l'employé. Exact. C'est arrivé. On a eu des cas, puis même des cas que je pensais jamais... j'avais vu dans les livres quasiment, puis jamais en réalité. On a eu depuis 2-3 ans, je dirais depuis 3 ans, 2 cas de sabotage, employé mécontent, un employé qui a été licencié, un autre qui était mécontent. Puis un autre, c'était un petit peu flou. On pense à ce moment-là, ça n'a pas été conclu. Quelqu'un qui a été, comment on appelle ça, là? C'est quelqu'un d'externe qui a payé quelqu'un à l'interne, qui a été soudoyé, ou bref, oui. Ça. Donc, qui était vraiment, là, c'était quelqu'un qui a servi d'outil ou de moyen, finalement, pour un attaquant externe. Mais là, on peut parler de menace interne parce que c'est vraiment un humain qui a utilisé ses propres connaissances et ses propres accès pour arriver à des fins là, criminelles. Donc, 2 sabotages, là. Mais tu sais, sur le volume qu'on a, c'est vraiment, on parle moins de 3%, 2%. OK. Ouais. Puis ça, c'est des vrais... Moi, je sors des vraies affaires, là. Encore là, je parle pas de fraude financière ici. Hein. Je parle d'attaque informatique. Ouais. Donc, vraiment... Ouais. Tu as parlé de tests, des tests informatiques. Comment ça fonctionne? Y a-tu plusieurs sortes de tests? Es-tu un test? C'est quoi faut que tu essaies de faire? Tu trouves la faille, quoi? Écoute, c'est très large. Hein? Souvent, il y en a qui vont parler d'audit. On parle d'un audit, c'est pas vraiment un audit. Un audit, ça se fait par rapport à une norme. Mais nous, ça revient au même. On parle de bilan, état des lieux. Il y a un volet qui est très théorique. Donc, on va prendre des bonnes pratiques, on va faire des workshops, on va poser des questions. Mais tu as des tests qui sont plus techniques. Donc, vérification de configuration, ça peut être une chose, mais jusqu'à des tests d'intrusion. Donc, des tests automatisés comme des scans ou des balayages, il y en a qui connaissent ça. Ça, c'est un test automatisé, c'est un peu pour identifier
les low-hanging fruit, là, les failles là, vraiment facilement identifiables par l'attaquant qui, justement, les robots sur Internet qui scannent vos services web. Bien, on reproduit un petit peu le même comportement. Ça, c'est un outil informatique. C'est un outil, c'est un test automatique. Effectivement, il y a un petit peu de main-d'œuvre derrière ça, mais très peu. Là ça fait que j'y vais d'un bilan qui est plus théorique, en passant par une vérification de configuration, en passant par un scan ou un test automatisé, jusqu'au test d'intrusion manuel, où là, on va simuler, bien sûr, on va tester des sites web, des services web. Donc, ça peut être un portail, un site web, que des champs, hein, ça peut être un site transactionnel ou whatever. Il faut comprendre que les attaquants, des fois, vont exploiter des failles applicatives qu'on appelle. Ils vont injecter du code dans les champs. Au lieu d'écrire Guillaume Clément, bien, j'écris une ligne ça de longue qui va essayer d'aller, en tout cas, abuser de certaines faiblesses dans la logique de l'application en arrière-plan. C'est un peu compliqué. Mais à comprendre, mais le principe, c'est que... c'est très clair. C'est ça. Après ça, c'est un test d'intrusion applicatif qu'on appelle, web. Pour ça, des tests d'intrusion d'infrastructure. On parlait de VPN tantôt, on parlait ou même de sur le réseau. On va essayer de compromettre un service d'authentification, on va essayer de compromettre un système Windows, Linux, peu importe, parce que le système n'est pas à jour, etc. On va essayer d'exploiter des failles. On va essayer de se propager sur un réseau qui est supposé être segmenté, par exemple. Je pense beaucoup à des transporteurs, mettons, comme, je ne veux pas les nommer, mais des aéroports, la STM, ça. On comprend que c'est des entreprises qui ont des réseaux. Puis même dans la manufacturier, on a ça aussi. Des usines qui vont avoir des systèmes automatisés. La chaîne de production va être automatisée. Souvent, c'est toutes des entreprises où est-ce que ces systèmes-là, c'est des systèmes industriels. Les systèmes OT qu'on appelle. Donc, c'est des systèmes d'opération, des contrôleurs, il y a toutes sortes des boîtes noires là-dedans. C'est pas vraiment tout le temps des systèmes comme on connaît, classiques Windows, etc. Fait que ça, c'est des systèmes, des réseaux qui sont souvent isolés. D'ailleurs, si les auditeurs se retrouvent là-dedans, ce sont là qui ont des clients ou qui sont dans le manufacturier, bien, souvent, on pense que c'est isolé, parce que réseautiquement parlant, mais nous, on peut faire des tests pour essayer de s'infiltrer à partir du réseau normal, back-office, on va dire, vers ces réseaux-là. On est capable de se rendre loin, on est capable de compromettre théoriquement des machines. Fait que, c'est des tests qu'on peut faire. C'est un exemple parmi tant d'autres. Oui. Puis la grande finale, c'est le fameux Red Team. On peut simuler des attaques aussi, by the way. On simule l'exécution de virus. Est-ce que l'antivirus le détecte? Est-ce qu'on est capable les mécanismes de détection fonctionnent-ils? Les mécanismes de protection fonctionnent-ils? On simule les attaques populaires. Jusqu'à faire le fameux Red Team. Le Red Team, c'est une simulation complète d'attaquant. C'est un attaquant qui n'a pas accès à l'organisation, qui n'a aucune connaissance de l'organisation. Puis l'objectif est de prendre contrôle, on va dire, ou de compromettre des actifs importants de l'organisation. Okay. Fait que technique, tous les coups sont permis, entre guillemets. Okay. Fait que ça peut être du phishing très, très, très avancé. Ça peut être des modèles d'attaque très avancés, même jusqu'à faire de la recherche et développement pour aller exploiter des failles. Fait que là, on utilise un hacker. Là. Soit on lui donne un mandat ou vous en avez à l'intérieur qui ont ces capacités-là de pouvoir faire le travail. Tout à fait. Ben, en tout cas, j'espère qu'ils restent à l'interne et qu'ils ne sous-traitent pas à des vrais hackers qui ont un job de jour, une job de soir. Ouais. Et puis, j'ai souvent ces questions-là, mais je pose les mêmes questions à mes employés. Ouais. Mais, as-tu une job de soir? Mais non, mais écoute, c'est des gens de carrière qui sont, qui sont des gens très puissants quand tu y penses. Hein. C'est comme des samouraïs digitales. C'est dans mon équipe, on a même la chance d'avoir des gens de classe mondiale là, qui sont capables de faire des tests d'intrusion comme ça dans les banques, dans du Fortune 500, dans même des avions, tester des avions, des trains, des choses comme ça. Ça existe-tu de l'intrusion physique? On peut voir ça des fois dans des films. Est-ce que tu as déjà eu des histoires comme ça? Bon, une intrusion physique, salle de serveur, ils vont se connecter, ils gardent ça existe-tu dans le vrai? On en fait. Ben oui, on en fait. Okay. C'est le genre de test que vous pouvez faire. Dans un Red Team, qu'on appelle, là, ça peut faire partie d'un des volets. Des fois, on l'exclut, mais ça peut faire partie des volets. Quand je dis tous les coups sont permis, gentiment, mais ça peut faire partie des volets. Puis il y a des clients qui nous demandent de faire des tests d'intrusion physique. C'est pas quelque chose qu'on fait régulièrement, honnêtement, c'est un peu plus rare comme demande, mais on en a fait. Puis dans l'équipe, il y en a qui aiment bien faire on parle de déguisement ici, puis on parle vraiment de monter un scénario, se déguiser en technicien de XY compagnie, puis ça fait passer pour quelqu'un d'autre, puis ça fonctionne la plupart du temps. Très impressionnant ce qu'on peut faire. C'est encore une fois, c'est d'abuser de la faiblesse humaine, de la confiance, liée faut que tu tisses un lien de confiance avec la personne, que ce soit de façon par email ou physiquement. Fait que quand tu gagnes la confiance ou quand tu te fais passer pour quelqu'un d'autre, c'est parce que tu
C'est ça que tu veux faire finalement pour arriver à surpasser certaines mesures de sécurité. Anyway, fait que c'est très, très fascinant. Mais tout ça pour dire que les fameux tests, ça sert à quoi? Ça sert à trouver des failles, tout simplement. Puis souvent, moi, c'est une manière parmi tant d'autres, mais doit faire partie de l'hygiène de base ou du baseline de sécurité. Pourquoi? Parce que quand tu le fais, les tests vont trouver des failles qui sont inconnues, qui ne sont même pas identifiables souvent par un humain. Si je suis de l'autre côté de la clôture, moi je suis du côté de la défense, puis je suis en TI ou je suis en sécurité, puis je mets en place des protections ou je mets en place des bonnes pratiques, bien, si tu as des petites failles dans ta configuration ou c'est un système qui n'est pas à jour, que tu penses qu'il est à jour, etc., genre. Fait que ça, c'est des choses qui sont... Moi, je pense qu'il faut cumuler les deux. Il faut cumuler le côté défense, stratégie, etc., bonne pratique, à des tests comme ça. Contre-vérifier. Contre-vérifier, puis s'assurer qu'on a tout trouvé. Fait que c'est très efficace. Puis, tu sais, si tu veux le trouver avant l'attaquant, ou si tu as vraiment des failles béantes, là, ben, tu préfères que ce soit des good guys qu'elle trouve que l'attaquant. Ouais. Avant de parler des services que vous offrez principalement chez KPMG, j'aimerais ça, là, on a parlé du avant. J'aimerais ça qu'on parle du pendant. Là. Mathieu se fait hacker demain matin. Le téléphone sonne chez vous. Ouais. Bon, ben ça, c'est quelque chose qui peut être excitant pour nous parce que ça fait partie de l'adrénaline qu'on vit là, régulièrement. Puis un petit peu les sauveurs, les firefighters, comme on dit, on intervient sur des trucs. Mais force est d'admettre que c'est pas toujours tout en drôle. Okay? Fait que, on a vu, moi j'ai vu des CFO, des PDG pleurer comme des bébés qui étaient sur le point de tout perdre leurs avoirs. C'est loin que ça des fois. Là. Fait que c'est très, très, très sérieux. Écoute, le pendant, mais grosso modo, comment ça fonctionne? Lorsqu'on intervient sur une cyberattaque, comme ça, on est appelé des fois, souvent assez rapidement, mais des fois un petit peu trop tard. Mais bon, grosso modo... Parce qu'il y en a qui attendent, parce qu'ils disent « Ah non, on est capable de gérer ça nous-mêmes. » Puis là, à un moment donné, la bulle est rendue trop grosse, puis boum, là, ils vous appellent. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est ça, je veux bien expliquer ce qui se passe, c'est que l'attaquant, lui, on parle de cyberextorsion. On parle de ce qui est populaire, ce qui est vraiment trendy présentement. C'est que l'attaquant s'infiltre dans le réseau, vole des données, encrypte des actifs. Souvent, l'attaquant, par contre, il y a des backdoors dans le réseau. Okay? Il est capable de revenir. Il est capable de faire, des fois, plus de dommages ou faire des petits warnings, comme on dit. Il a souvent aussi volé des adresses courriels. Il sait très bien quel employé est qui, des listes de clients parfois. Puis vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Fait que là, ça commence. Notre entreprise, clairement, se constate les dégâts souvent. Il n'y a plus rien qui marche, etc., etc. Fait que ça se passe comme ça au début. C'est un constat de l'entreprise qui se rend compte qu'ils ont des problèmes informatiques. Ou, maintenant, de plus en plus on voit ça, quelqu'un reçoit un courriel. Okay? Souvent, un dirigeant de l'entreprise reçoit un courriel ou un téléphone sur son cellulaire qui lui dit « Écoute, vous êtes victime d'une cyberattaque, il n'y a pas d'encryption encore. » Oui, il n'y en aura peut-être même pas. Mais on a volé de l'information, on aimerait ça vous parler, etc. Parler verbalement, là. Des fois, c'est parler verbalement, mais des fois, ils vont dire, si c'est un email, mais ils vont demander un lien, souvent, des fois sur le dark web, ou une adresse de courriel, mais souvent, ça peut être un lien sur le dark web. Tu te connectes sur le dark web, il y a un portail, tu te connectes là, c'est un lien unique, là, tu arrives sur le nom d'entreprise, puis là, tu as le montant de la rançon, puis etc., puis tu as des preuves, des fois, d'exfiltration de données. Bon, ça, c'est un phénomène, un scénario, mais l'autre scénario le plus fréquent, quand même, c'est l'encryption, avec vol de données, mais l'encryption qui est quand même flagrante, là. Donc, on intervient, on regarde un peu ce qui se passe, on essaie de diagnostiquer dans les plus grandes entreprises, à voir est-ce que l'attaque est en cours encore? Y a-t-il encore des hautes vagues? Y a-t-il d'autres sites dans le monde qui vont être touchés? Fait que là, c'est de contenir la menace. C'est de comprendre rapidement ce qui se passe. Fait qu'il y a une période de containment qu'on appelle. On essaie de limiter les dégâts, s'il y a encore limité dégâts à y avoir. C'est arrivé souvent que l'attaque est en cours. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Couper Internet, des fois, carrément. Il faut être prêt à ça. Couper les liens le plus possible pour essayer tout en essayant de comprendre ce qui se passe. Mais la phase la plus importante, c'est vraiment la phase d'investigation. Il faut savoir, puis c'est là que souvent les entreprises négligent ce bout-là, puis il y a juste souvent des experts comme nous qui peuvent arriver rapidement à certaines conclusions. Comment l'attaquant est rentré? C'est quoi le vecteur d'attaque initial? C'est très important. C'est quoi les failles que l'attaquant a exploitées? Et surtout, c'est quoi les backdoors? C'est quoi les portes dérobées qu'on appelle les portes d'entrée que l'attaquant a laissées dans le réseau pour éventuellement pouvoir revenir si c'était bon. Fait que ça, c'est la phase d'investigation est importante, puis elle peut prendre des fois plusieurs jours. Mais nous, on essaie quand même d'être business. C'est d'amener les organisations, ceux qui ont des backups, qui sont capables de revenir en affaires rapidement, sans avoir à payer la rançon. J'arrive à ça, la fameuse rançon. Puis, OK, les backups ont l'air, les sauvegardes ont l'air en bonne santé, en bon état. Vous êtes où? C'est pas tous les systèmes qui sont encryptés. La business peut continuer à fonctionner partiellement.
Fait qu'on va essayer rapidement de sécuriser les lieux. On peut faire plein d'analogies avec le physique, là, puis de dire, OK, vous allez pouvoir revenir en business tranquillement, mais sûrement, pendant qu'on continue l'investigation. On a vu dans le passé, puis encore aujourd'hui, il y a beaucoup de firmes qui essaient de finir l'investigation avant de recommander l'organisation. Mais on peut prendre des fois 2 semaines, 3 semaines. L'investigation peut être longue. Donc, on essaie quand même d'être relativement gérer les risques avec le client, puis de façon intelligente, évidemment. Il y a un trop de risque, on dit au client, non, ta business est down, puis elle va le rester encore une couple de jours avant qu'on comprenne ce qui s'est passé. Puis carrément, il y en a qui n'ont pas... Les sauvegardes sont encryptées carrément aussi. Oui. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. Donc là, ils sont down pour de vrai. Puis ils ne peuvent pas commencer à penser à revenir en affaires sans un paiement de rançon potentiel ou carrément dire, écoute, page blanche, on recommence à zéro. Scratch. J'ai vu ça, là, aussi. Malheureusement, tu sais, le paiement de rançon, puis j'arrive à ça. Je vais juste finir mon cycle de réponse à l'incident. Investigation, recovery, donc recouvrement. C'est là qu'on essaye justement d'être business puis d'aider l'entreprise à retrouver sa vie, ses opérations de façon sécuritaire. Puis une fois que c'est relativement tout revenu en ordre, il y a un petit, des fois, 1 mois, 2 mois, 3 mois on veille au grain si le client veut bien ou si l'assureur veut bien, évidemment. On peut veiller au grain. C'est pas juste non plus surveiller les réseaux, les actifs de l'entreprise, c'est aussi le dark web. On parlait de dark web. Est-ce que les données vont être publiées pareil sur le dark web? S'il y a une rançon qui a été payée ou non? Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il d'autres choses? Y a-t-il d'autres dialogues sur l'entreprise, sur les données, les flux de données potentielles, etc. Fait que la veille sur le dark web elle peut être aussi pertinente dans certains cas. Pas obligatoire. Donc, je reviens sur le fameux paiement de rançon. Donc là, on a une demande de rançon. OK. On contacte souvent le lien ou via le courriel qui a été laissé. On a le montant souvent, tout ça, mais là, on regarde quoi? On attend des fois aussi. Ça ressemble à quoi les montants? Bien, écoute, ça varie tellement. On a tout vu, honnêtement. Récemment, là, les nouvelles tendances, présentement, on parle de 500 000 US à peu près. L'équivalent de, souvent c'est en Bitcoin, mais je transfère ça en dollars. On a vu du 50 000 initial ask, puis on a vu du 25 millions, 50 millions US. Okay. Fait que des fois, c'est pas juste des grosses sommes, c'est des sommes qu'on le sait que l'entreprise pourrait payer. Oui, c'est souvent ça. Honnêtement, 3 fois sur 4 sont quand même assez, je te dirais, accurate, précis sur la capacité de l'entreprise à payer. Parce qu'ils regardent un peu l'ampleur de la business. Souvent, par contre, ils se trompent. Pas souvent. C'est arrivé souvent qu'ils se sont complètement trompés. Petite entreprise, pas de cash pendant tout. Endetté. Comme de millions. Puis 2 millions US, puis l'entreprise n'est même pas assurée. Puis l'entreprise est vraiment là, mal pris, mais big time. Ça, c'est triste. C'est vraiment triste. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que nous, on ne négocie pas avec l'attaquant. On fait affaire avec un broker qu'on appelle un négociateur professionnel qui aussi est habilité à faire le paiement en crypto-monnaie. Fait que si jamais un paiement de rançon, la transaction se fait avec ce broker-là. C'est plus sécuritaire aussi. Mais je veux dire quelque chose. Là, je veux vite sauter dans le sujet de la paiement de rançon, là, mais on n'encourage pas le paiement de rançon. Il faut être clair. Okay. C'est la dernière... comment dire... J'imagine. C'est la dernière solution si rien a fonctionné avant ça. Tout à fait. Il faut faire vraiment, vraiment attention à ce que je dis. On n'encourage pas du tout parce que il n'y a personne qui veut aussi payer des criminels, subventionner des criminels, puis c'est un acte criminel. Okay? Puis pour avoir vu ce qu'on a vu, des business qui tombent, des gens qui perdent pratiquement tout, c'est foutument pas le fun. C'est vraiment, vraiment grave. Tu le vois. Là, des fois, ça peut paraître un peu anodin quand l'entreprise a de l'argent ou whatever, puis qu'ils s'en sortent bien. Mais si tu ramènes ça dans la vraie vie, là, en général, ça crée énormément d'impact. C'est pas juste financier, hein? C'est des business qui arrêtent de fonctionner pendant des fois plusieurs semaines. Ils ont des liens d'affaires qui sont fragilisés, réputationnels aussi. C'est très complexe. Ça peut être extrêmement complexe, puis les impacts peuvent s'étaler dans le temps. Fait que là, la rançon, tu te dis, bon, OK. Puis c'est pour ça que je dis ça fait un lien. Si le montant demandé est une fois négocié, parce que ça se négocie, souvent, ça peut même baisser de 50 voire 80 % parfois. Il y a des groupes, par contre, de cybercriminels qui sont très, très, très stiffs, ne sont pas négociables, surtout quand ils savent qu'ils ont l'entreprise à la gorge. Quand ils ont encrypté les backups et toute la patente, puis là, ils savent que la business perd de l'argent tous les jours, il y en a qui vont être vraiment tough sur la négociation. Mais, grosso modo, c'est une décision d'affaires. Je vais ramener ça à ça. Nous, on n'encourage pas ça. Les assureurs n'encouragent pas ça. Les avocats n'encouragent pas ça. D'ailleurs, les avocats sont très importants là-dedans. Il y a des breach coach qu'on appelle qui vont être impliqués aussi. Les assureurs souvent vont imposer, même proposer un breach coach. Donc, c'est un avocat qui fait ça tous les jours, qui est habitué aussi. Donc, voyez-vous, il y a comme 4 parties dans cette histoire-là. Il y a une équipe. Il y a nous autres.
les premiers répondants, on appelle ça comme ça, là, qui sont là sur le terrain, etc. Il y a un avocat spécialisé, il y a le broker ou le négociateur, potentiellement, puis l'assureur. Quand il y en a un. Quand il y en a un. Et des fois, il y a une firme TI externe qui vient aider à remettre des fois, parce que des fois, là, je veux dire, on a passé de main-d'œuvre pour restaurer les systèmes, des fois, on refait, l'infrastructure est refaite au complet, carrément. Fait que ça prend quand même, des fois, un 5e joueur de confiance qui va venir travailler dans l'équation. Donc les honoraires, on parle de cyberassurance, je disais, ça peut chiffrer. Même pour une petite entreprise, si on cumule tout ça, ça peut chiffrer là, plusieurs dizaines de milliers de dollars, voire des fois plusieurs centaines de milliers de dollars, juste en honoraires. Juste en honoraires. Oui. Puis après sans avoir payé une rançon encore. Tu n'as pas couvert tes pertes de revenus potentiels, tu n'as pas couvert l'overtime de tes employés, tu n'as pas couvert l'impact d'affaires que tu vas avoir peut-être sur un moyen et long terme, puis tu n'as pas couvert surtout pas la rançon. Donc là, la rançon, si on trouve dans une situation où est-ce que, OK, là, c'est un do or die, par exemple. Nos backups sont pas viables ou ont été encryptés. On n'est pas capable. Tu sais, comment ça coûte? La rançon est à quoi? Négocier à 200 000, 300 000, 500 000, des fois 50 000, des fois elle reste à 1 million. Mais ton cost to do business, ou ton cost de recovery, il était à 2 millions, il était à 1 million, puis ta rançon était à 100 000 ou 200 000. Des fois, tu dis, bon, on prend la morale, on met ça de côté, on prend l'éthique, on met ça de côté, puis c'est une business decision. Business call, carrément. Surtout si des fois l'assureur couvre le paiement de rançon, parce que l'assureur, lui, son objectif aussi, c'est de... Lui, son client, c'est le client, c'est la victime. T'sais. Fait que qu'est-ce que ça prend pour que cette business-là, limiter les dommages financiers, parce que je veux dire, ça a un coût pareil pour tout le monde, mais aussi, c'est qu'est-ce que ça prend, c'est quoi le meilleur moyen pour ramener cette business-là en vie. Bien, si le paiement de rançon fait partie des options, c'est quelque chose qui est sur la table. Qui n'est pas encouragé, mais qui est sur la table. Puis je ne veux pas parler pour les assureurs, mais c'est un peu ça quand même la philosophie. Vous êtes dans du domaine. Mais vous avez une bonne collaboration. Des assureurs du milieu, c'est sûr qu'il n'y en a pas des tonnes. Là. On connaît le marché canadien, c'est assez limité quand même comme offre. Oui. Surtout ceux qui peuvent offrir des limites considérables là, quand on parle de vraie assurance cyber. La collaboration est bonne? Oui, tout à fait. Tout à fait. Tu as des assureurs qui ont des styles différents, qui fonctionnent différemment, mais on s'adapte puis on répond aux critères. Mais en général, ils laissent quand même les professionnels faire leur travail puis les recommandations qui en découlent. Voilà. Mais souvent, pour finir avec la rançon, parce que je ne veux pas non plus mettre trop l'emphase là-dessus, là, l'idéal, c'est de ne pas se rendre là. L'idéal, c'est de diminuer tes risques ou de limiter les impacts. C'est pas des fois de limiter les chances que tu vas effectuer une attaque. Comme on l'a dit tantôt, c'est quand. C'est pas si, c'est quand. Mais si tu es quand même relativement bien organisé avec un minimum, mais peut-être que l'attaque va être limitée à un serveur ou à moins d'actifs. Fait que tu ne te retrouves pas dans une situation où tu es complètement down ou complètement à la merci d'un attaquant. C'est ça qu'il faut éviter. Puis là, je vais pas parler du vol d'informations aussi, juste pour finir. Ils vont avoir volé vos informations. Là. 9 fois sur 10 aussi, les informations sont volées. Ça veut dire quoi? C'est souvent le fait de serveur de fichiers. Peut-être des informations qui sont sur vos bureaux, dans vos postes de travail, mes documents sur le poste de travail. Parfois des bases de données, mais c'est plus rare. Ils vont juste plus souvent chercher des fichiers. Fichiers Excel, fichiers Word, fichiers PDF, tous les répertoires finances, RH, etc. Évidemment, tout ce qui est design de ceux qui font du manufacturier, souvent ils vont avoir des plans, ils vont avoir des recettes, quelque chose. Fait que là, ils partent avec ça. Puis que si tu mets grosso modo, c'est la philosophie, c'est quoi? La philosophie, c'est tu ne payes pas la rançon parce que tu es capable de recouvrir tes systèmes. Ben, by the way, sort la carte data. J'ai les data. Fait que là, ils vont commencer à faire ils vont envoyer des preuves, ils vont faire... Puis la menace, c'est quoi? Ben, on va diffuser ça sur le dark web. Mais là, ils ont commencé à faire quoi? Là, je reviens tantôt avec mes fameux courriels. Ça. C'est que, OK, je n'ai pas payé, je ne paye pas pour un, je ne paye pas pour l'autre, je ne paye pas de rançon. Ouais, OK, parfait. Bon, attaque de déni de service. Là, on a vu ça. Là. Ils commencent à faire du déni de service. C'est quoi? Ils lancent des requêtes volumétriques sur vos services web. Fait que ceux qui ont une exposition Internet, qui travaillent avec Internet, peuvent mettre vos sites web down constamment en lançant des vagues de requêtes en gros volume. Tout le temps, puis là, à un moment donné, ça jamme. Ouais. Là, ils vont arrêter, ils vont recommencer. Puis des fois, les telcos comme Bell, TELUS, Vidéotron peuvent aider aussi à rediriger le trafic. Il y a des technologies qu'on peut mettre dans le cloud aussi. Technologies cloud peuvent permettre aussi d'atténuer l'impact, mais c'est un petit peu le chat et la souris. Ils vont rester quand même il y a ça. Après ça, c'est pas tout. Et là, ils commencent à avoir de nouvelles tendances. Ils envoient des courriels aux employés. Ils envoient des courriels aux clients.
Fait que tu peux communiquer officiellement, dire on a été victime d'une cyberattaque, mais c'est quand même tannant qu'un attaquant vous envoie des courriels, tu sais pas trop ce qu'il va dire là-dedans, envoie des petites informations à gauche, voyez, on a volé de l'information, envoie des courriels aux employés en ayant des preuves qu'ils ont volé des numéros d'assurance sociale, des trucs. Fait que tu sais, ils créent un peu une situation ingérable, puis ils vont créer carrément le sentiment d'urgence, puis le sentiment de hey, on peut-tu arrêter ça, là? Ouais. Comment ça coûte? Tes payes, là, Ouais. ils ont-tu une morale, ces gens-là? Ou ils reviennent? Non, mais c'est une très bonne question. OK, on fait le chèque, 500 000. On va revenir dans 2 semaines. Mais ils ont encore l'information. Tout à fait. Fait que là, écoute, jusqu'à maintenant, honnêtement, là, 99,7% du temps là, sont fiables. Puis fait qu'on peut dire quasiment 100% du temps, les fois qu'ils ont été fiables, c'est vraiment des erreurs de parcours. Pourquoi? Ils sont fiables dans le sens que un bémol. La clé de déchiffrement, le décrypteur, souvent c'est un outil là, avec une clé de déchiffrement, est réel et fonctionnel. Il y a eu des bugs, par contre. Mais là, on a un autre joueur aussi, avec qui on fait affaire des fois pour améliorer le décrypteur, pour que ce soit plus rapide, plus efficace, puis qu'il y ait moins de bugs. La taille des fichiers peut être un problème. Tous les fichiers en haut de 10 MB, 1 gig, ça peut être problématique quand tu viens décrypter ça. Il y a des corruptions. Fait que c'est pas l'intention qui est pas bonne. Des fois, c'est plus la technologie, puis un petit peu le... Fait que des groupes de cybercriminels sont mieux équipés que d'autres. Puis il y en a qui donnent du support aussi. On parle de morale, on parle de respect. Je vais t'aider. On a déjà vu des groupes. Là, okay, je viens de te donner 500 000, là, 1 million, et puis ton affaire ne marche pas. Là, tu vas m'aider. Puis là, ils partent pas dans la brume. Et sur le portail, sur le Dark Web, ils collaborent. Puis on va t'envoyer une nouvelle version. Non, c'est complètement surréel. Après ça, les données. On va demander une preuve de destruction des données. Ça vaut ce que ça vaut. Mais on n'a jamais retrouvé. Lorsqu'un paiement de rançon, souvent, justement, on va offrir notre service de Dark Web Monitoring. Là. On va aller voir sur le Dark Web s'ils vont publier ces données sur le Dark Web pendant au moins 3 mois. Et on n'a jamais, écoute, sauf pas nous. Nous, on n'a pas vécu ça. Il y a d'autres experts aux États-Unis puis ailleurs en Europe. Il y a eu des petits glitches. Là. Il y a eu des diffusions de données malgré un paiement de rançon, mais c'est vraiment pas la norme. Fait que, pourquoi? Bien, parce que c'est un business model. C'est un modèle d'affaires qu'ils doivent protéger. Là, vous comprendrez qu'on n'encourage pas le paiement de rançon ni les assureurs, mais il y a quand même des firmes comme KPMG, il y a des assureurs très réputés qui ne disent pas non à ça, qui peuvent dire que ça peut être une solution. Le jour où ils brisent leur modèle d'affaires, qui sont plus de confiance, on va être les premiers à dire tu ne payes pas de rançon, les assureurs ne voudront plus payer de rançon. Puis là, le petit château de cartes s'écroule assez rapidement. On a même entendu parler de petits amateurs là, qui se sont improvisés, qui ont pas été de parole du tout, puis ils se sont fait pas zigouiller physiquement. Là, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais... Mais d'autres hackers s'en ont occupé. Ils ont trouvé... En fait, ils ont arrêté de faire la business. On va dire. Donc, c'est carrément... si on peut parler, je ne vais pas faire de boiteux, mais on parle de la mafia souvent, etc. Il y a quand même des lignes de conduite, il y a quand même souvent un code de conduite, plus ou moins formel, mais visiblement, il y en a un, du moins dans leur morale, ils ont une morale. Dans la masse, oui. Puis souvent, c'est drôle, ils vont dire parce que quand ils attaquent des hôpitaux, des fondations, souvent on a aussi des situations où est-ce qu'ils ont releasé la clé de décryption sans argent en retour parce qu'ils s'en prenaient malgré eux, sans le vouloir. Ça, c'est la autre preuve que je disais tantôt, là, que souvent, c'est pas ciblé. Là. Fondation, entreprise ou organisation dans le médical, centre de personnes âgées. Fait que souvent, certains groupes s'en foutent carrément, mais je te dirais la majorité ont une certaine morale. Fait que quand on démontre, hors de tout doute pour eux, qu'ils ne sont pas à bonne place du tout puis ils font du mal à des organismes qui ont, un, pas d'argent, deux, ou c'est vraiment des organismes... de bienfaisance ou de but non lucratif, etc., ils vont être très collaboratifs à ce moment-là. Donc, c'est quand même, puis ils s'excusent. Fait que c'est quand même particulier. Ils sont polis. Ils sont polis. En tout cas, bref. J'ai aucun respect pour ces gens-là, mais ils restent qu'à la base. S'il reste quand même un minimum à la fin de parole puis de morale, on va dire, c'est déjà ça de gagner dans la... Ouais. Donc, on a fini par payer la rançon. Là. On a passé au travers.
pense à revenir en opération, qu'est-ce qui se passe par la suite? Parce que là, on l'a appris à la dure. Si on n'était pas bien préparé, on l'a appris à la dure. C'est quoi les étapes par la suite? Bien, souvent, c'est ça. C'est des grosses leçons. On se rend compte souvent, après une bonne investigation, on se rend compte de ce qui s'est passé. Donc, l'attaquant a abusé de telle faiblesse, a fait ci, a fait ça. Et on se rend compte souvent que, il y avait un trou béant, il y avait une faille qui aurait pu être corrigée. Donc, l'attaque aurait pu être évitée, on va dire. Surtout que souvent, l'attaquant va laisser des traces. Il y a des alertes, il y a des choses qui étaient relativement évidentes, qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Pas toujours, mais ça arrive quand même assez régulièrement, qu'il y avait quand même des traces. Donc, c'est la faute de qui ne l'a pas vu, qui a mal réagi, qui a mal interprété. C'est pour ça que je disais tantôt, les leçons apprises, bien, souvent, OK, on n'a peut-être pas les compétences ou le temps. On parle de gens TI, des fois, qui surveillent les consoles, ils ont d'autres chats à fouetter, ils ont d'autres priorités, ils regardent ça une fois de temps en temps, ou ils n'ont pas l'expérience pour interpréter des fois des signaux. Fait que, des fois, c'est des sous-traitants. J'imagine dans beaucoup de moyennes entreprises au Québec, c'est pas nécessairement une personne à temps plein à l'interne, c'est de l'externe. Donc... Exact. Fait que là, je ne veux pas dénigrer du tout. Fait que c'est juste une question des fois de qualité de temps et de qualité de temps. Puis un minimum d'expérience et de formation. Fait que je pense qu'il y a déjà des choses qui peuvent être adressées par les gens en place ou les firmes TI qui supportent les gens qui nous écoutent. Mais il faut s'assurer que... Puis qui dit temps, qui dit expertise minimale, dit argent. Tu n'as rien sans rien. Ouais. La personne TI qui n'a pas le temps, ben c'est parce que là, il manque peut-être quelqu'un. Ou il manque un volet au contrat quand c'est un impartiteur TI. Fait que tu sais, c'est quoi la morale? Un minimum d'investissement peut-être en cybersécurité. Peu importe la forme, ça prend un minimum. On est parti d'entreprises qui investissaient zéro en cyber, qui avaient peut-être des intentions. Il y en a souvent qui disent on voulait faire ci, on voulait faire ça. Les années passent, les mois passent, puis ils ne font pas. On est passé de petites entreprises qui avaient zéro de budget, aujourd'hui qui investissent 50, 100 000 par année, 150 000 par année, c'est quand même pas rien. Non. Qui investissent même plus en cyber qu'en TI. C'est quand même farfelu, mais je disais, des fois, ça va durer un temps, mais pour stabiliser, la situation va stabiliser, ils ont des projets. C'est pas juste d'investir, des fois, il y a un gap à combler. Des fois, il y en a qui ont profité aussi pour migrer dans le cloud, qui avaient des vieilles infrastructures. Fait que c'était un genre de OK, là, on va le faire. Fait que l'après-incident, tu as des leçons apprises, tu as des mentalités qui changent. As-tu des obligations? Ben oui, OK, très bon point. Là, on peut parler du projet de loi 64. Ça, je pense qu'on va se garder peut-être un épisode. Parce que ça va être très d'actualité dans les prochains mois. Oui, définitivement. On pourra en parler ou des collègues chez KPMG qui pourraient venir parler de ça. Mais on parle un petit sneak peek, introduction. Ben oui, cette loi-là, la loi 25, je pense, je me rappelle, excusez-moi, j'ai un petit trou de mémoire, mais ça va tomber en loi. Là. C'est pas le projet de loi 64, mais qui va devenir la loi quelque chose, est obligé à divulguer. Donc, on parle de divulgation, on parle de communication. On le fait quand même déjà, honnêtement. La plupart des entreprises au Canada sont quand même de bonne foi. Au Québec, on n'était pas obligé de divulguer. Ailleurs au Canada, oui, dans certains égards. Mais grosso modo, s'il y a un risque d'atteinte ou un préjudice potentiel sur ma clientèle ou mes employés lié à les informations personnelles, je vais être obligé, pour sûr, là, de divulguer par rapport à ça. Ça peut être assez complexe, effectivement. Ça va prendre, je pense que ça vaut la peine d'avoir un podcast avec des experts qui vont parler de c'est quoi un peu les tenants et les aboutissants de ça. Mais il n'y a pas juste ça. J'ai des partenaires d'affaires, par exemple. On a vu beaucoup de situations où est-ce que un partenaire d'affaires a envoyé une recette de fabrication, là, soit un produit, un procédé chimique ou un matériel quelconque, etc. Puis j'ai de l'information privilégiée, on va dire, sur d'autres entreprises. Là. Ça peut être aussi des commandes, ça peut être un inventaire, ça peut être des revenus, bref, tout ça. Fait que là, je fais quoi? T'sais, j'ai une chance, peut-être que ces informations-là ont fui, ont été accédées ou ont été accédées plus tard par des personnes mal intentionnées ou externes à l'organisation. Est-ce que je dois divulguer à mes partenaires d'affaires ou à mes clients ou à mes fournisseurs cette information-là? Bien là, c'est là que les avocats rentrent en ligne de compte, évaluation du risque réputationnel, qu'est-ce qui est bien de faire, qu'est-ce qui est pas. Parce qu'il y a un risque des deux bases. Si tu le fais, ta réputation peut être entachée. Ouais. Puis si tu le fais pas, ben, ça peut venir te rechercher plus tard. Tout à fait. Au même niveau. Tout à fait. Puis là, je vais arrêter là parce qu'effectivement, je pense que ça vaudrait la peine d'avoir un expert en droit, là, puis un avocat qui est expérimenté. J'en connais plusieurs là, qui seraient peut-être très intéressés à venir partager ça avec vous. Fait que c'est quand même...
faut pas négliger cet aspect-là. On pourrait aller même plus loin avec une firme de relations de presse. Tout à fait. Gestion Gérer d'image. l'image, oui, exactement. Parce que... Écoute, non, tout à fait. Puis, je ne veux pas nommer personne, mais j'ai quand même des gens préférés, on va dire, là, dans effectivement les agences de communication, firmes d'avocats, puis chez KPMG, d'autres associés qui sont spécialisés dans d'autres sphères. Fait que, il y a quand même... c'est complexe quand tu y penses parce que dans une situation, là, le commun des situations, là, ce qui arrive le plus souvent, tu as besoin d'avoir plusieurs experts autour de toi pour aider l'entreprise à cheminer là-dedans. Fait que c'est pas une histoire de TI. T'sais. Fait que c'est ça qu'il faut que les gens comprennent, c'est que si vous faites face à un incident, ce n'est pas juste de se rétablir cet incident-là, il y a d'autres conséquences, puis il y a une gestion de risque à faire, puis il y a peut-être des obligations aussi au travers de tout ça. Fait que légal, ou en tout cas du moins, ou réglementaire légal ou normatif, parce qu'il y a des normes aussi. Là, l'autre affaire qu'on n'a pas parlé, c'est que de plus en plus, faire du commerce aux États-Unis, ça va commencer à être compliqué. On parle des cyberassureurs, c'est un sujet particulier, ils sont de plus en plus exigeants, mais je peux vous dire que des clients aux États-Unis qui vont être de plus en plus exigeants, ou des partenaires d'affaires, parce que, pourquoi? Je fabrique des clous, par exemple, OK? Moi, je n'ai jamais investi en sécurité, je fabrique des clous. Ma shop a été down pendant 2 semaines à cause d'une cyberattaque. Puis là, ça a créé un impact à mon client aux États-Unis parce que lui, il a un quincaillier, mettons, qui vend des clous. Oui, pire que ça. J'étais en train de fabriquer un building, là, puis j'ai pas réussi à arriver dans mes dates à cause que toi, au Québec, t'as pas réussi à me fournir mon affaire. Une pénalité. Fait que, une pénalité. Fait que, il faut vraiment voir ça aussi loin que ça. Puis, fait que moi, j'ai des clients dans l'industriel ou manufacturier qui sont là, crime, je commence à avoir des exigences de cybersécurité, imagine-toi donc, mais à cause de ça. Fait que ça va loin. Ça peut aller très, très, très... Un simple incident de sécurité peut aller très loin. Dans l'après-incident, on parle de l'après-incident, c'est tout... l'avant aussi, parce qu'on parle un peu d'avant, mais on parle de reddition de compte, communication, divulgation, peu importe, là, gestion de la réputation, gestion de la... Je suis content parce qu'on a réussi quand même, on a essayé d'être limité dans le temps aujourd'hui, puis on a parti de qu'est-ce qui était la cybersécurité. On a fait le tour d'une intervention, puis comment ça se passe, comment vous intervenez. On a quand même fait le tour de tout ça. Ça l'ouvre plein de portes. Là. De sujets qu'on pourrait se parler, puis continuer une autre heure ou deux, je suis certain. J'espère qu'on aura la chance de refaire tout ça. Alex, je ne sais pas si c'est peut-être en conclusion, pour les gens qui seraient intéressés de vos services, là, ils peuvent passer par nous, mais vous contacter aussi directement. Oui, je ne suis pas venu pour ça, honnêtement, en toute sincérité, mais écoute, tant mieux, s'il y en a qui ont besoin d'aide, on va le voir comme ça, là, vraiment. Là. Je suis sûr qu'on peut vous aider dans plusieurs aspects, là, tous vos besoins, finalement, là, autour de la sécurité, conformité. Écoutez, j'ai mon compte LinkedIn, Guillaume Clément, il y a beaucoup qui me contactent via mon compte LinkedIn. Donc, Guillaume Clément. C'est comme ça qu'on t'a contacté en plus. C'est vrai. Sinon, Guillaume Clément, un seul mot, @kpmg.ca. Donc, ça va me faire plaisir. Puis j'ai une grande équipe, donc c'est peut-être pas moi personnellement qui va vous contacter ou faire affaire avec vous. Mais force est d'admettre qu'on a une équipe d'élite. Pas être fier de ce qu'on a au Québec d'ailleurs, parce que, en tout cas, c'est très, très particulier ce qu'on a entre les mains présentement comme force de frappe, assez unique. Ouais. Puis je pense que ça peut être autant intéressant pour les entreprises qui travaillent dans l'assurance présentement, mais comme outil ou comme proposition à leurs clients, des fois, de se faire accompagner, parce qu'on va avoir de plus en plus de discussions avec nos clients sur la cybersécurité. Puis, tu sais, des fois, avant de l'amener à un assureur, as-tu fait une analyse? T'as-tu fait ça? Ou regarde, je vais te mettre en contact avec quelqu'un qui va au moins pouvoir te renseigner, de prendre les bonnes décisions. Oui, puis on arrive avec l'expérience réelle et concrète. Là. Fait que, quand on est très pragmatique, puis je veux vous dire à tout le monde, oui, c'est KPMG, mais on dessert très bien la PME. Okay? On a des clients à 50 employés, même 25 employés, où on va vous référer dans le marché à des joueurs qui sont peut-être plus appropriés. Mais en général, honnêtement, on est capable vraiment de livrer la marchandise dans la PME québécoise. On s'en fait une fierté. Mais on a des clients aussi, on a des banques, puis on a des Fortune 500 comme clients. Fait que moi, c'est un objectif que je me garde d'amener de l'expérience internationale, de classe internationale sur le marché québécois. Canadien aussi, là, mais force d'admettre, on vient d'ici, la langue et tout. Mais on dessert notre clientèle avec l'expertise internationale. Fait que ça, on est extrêmement fiers. Puis c'est des gens bilingues, là, des gens francophones, la plupart du temps, qui desservent les services. Ouais. Hey, un gros merci. Ben, merci. Peut-être un mot pour remercier nos commanditaires, la Banque nationale,
qui nous commandite, puis également à Primaco, service de financement de primes d'assurance, qui est également partenaire du projet. Alors, on les remercie et puis on a hâte de continuer les prochains épisodes. Donc, tout à fait. Un gros merci. On le dit à chaque fin d'épisode, mais c'est vraiment... Nous, on est choyés de recevoir des gens comme toi pour nous apprendre un peu toute l'expérience, l'apprentissage que vous avez, puis votre expertise, vraiment. Là, puis je pense qu'il y a plusieurs des auditeurs qui vont pouvoir en bénéficier. C'est vraiment agréable. Donc, merci à vous. C'est super le fun. Vous êtes vraiment cool. J'aime bien ça. J'aime bien la formule. Puis j'adore voir les tribunes. J'aime beaucoup faire ça. Un échange comme ça qu'une conférence one-way. J'adore ça, anytime. On aura la chance peut-être de se reprendre dans un deuxième épisode. Excellent. Écoute, si je ne me trompe pas, ça va être notre dernier épisode pour cette première série de 8 qu'on a enregistré et produit. Alors, je pense qu'on peut dire aux gens qu'on travaille sur une suite qui, espérons-le, aura lieu dans les prochaines semaines suivant la diffusion de celui-ci. Donc, on espère que tout le monde a aimé le contenu, puis on travaille sur du nouveau contenu. Si vous avez des idées, des commentaires, des questions, on est ouvert et puis on part la discussion. Absolument. Un gros merci. Good job. Merci.